L'immobilier, c'est une business de transactions. On fait des transactions, on achète des immeubles, on vend des immeubles, donc pour faire l'acquisition d'un immeuble. Mais une fois qu'on est propriétaire d'un immeuble, on a aussi des transactions. On va faire plein de transactions dans les mois suivants, dans les années suivantes, jusqu'à la revente de notre immeuble. On va faire des transactions avec des gestionnaires immobiliers, on va faire des transactions avec des sous-traitants, on va avoir des comptables, on va avoir des financiers qui vont être avec nous. Donc, on est constamment en train de faire des transactions. Et lorsqu'on parle de transactions, que ce soit immobilière ou autre, on a un risque de conflit d'intérêts. Donc, un risque de conflit d'intérêts. Donc, je vais définir aujourd'hui c'est quoi un conflit d'intérêts et je vais donner des exemples en investissement immobilier. Donc, c'est quoi un conflit d'intérêts? Quel peut être l'impact d'un conflit d'intérêts pour l'investisseur et ou pour les spécialistes qui vont l'accompagner? Et également, comment on peut faire pour essayer de les prévenir, ces conflits d'intérêts-là, et pour les gérer finalement. Et je vais terminer ça s'il y en a qui ont des questions-réponses. Donc, tout d'abord, c'est quoi un conflit d'intérêts? Un conflit d'intérêts, c'est une situation où les intérêts personnels d'un individu ou d'un groupe, donc les intérêts personnels ou financiers d'une partie à la transaction, peuvent entrer en conflit avec les obligations envers une autre partie dans la transaction. Donc, une autre partie qui est impliquée donc, dans la transaction immobilière ou j'ai rajouté durant la détention d'un immeuble. Donc, par exemple, quand on va avoir nos sous-traitants. Et ces conflits d'intérêts-là, il va falloir être capable de les détecter, il va falloir être capable de les prévenir pour éviter que vous soyez en difficulté plus tard ou que vous preniez des mauvaises décisions. Donc, pour l'investisseur, les conflits d'intérêts, donc, vous pourriez faire des mauvais achats si vous n'êtes pas bien conseillé par vos courtiers, par vos comptables, par vos évaluateurs, par vos inspecteurs parce qu'ils sont dans une situation de conflit d'intérêts, mais vous pourriez prendre une décision d'acheter un immeuble et finalement, peut-être que sans ce conflit d'intérêt-là, vous ne l'auriez peut-être pas acheté. Vous pourriez subir des pertes financières. Donc, vous allez voir, tantôt, je vais donner des exemples, mais dans certains cas, il pourrait y avoir des prix d'achat qui sont artificiellement gonflés à cause d'un conflit d'intérêts et qui fait que vous allez décider d'investir dans un immeuble et finalement, peut-être que vous allez payer trop cher ou peut-être que vous allez payer trop cher pour des fournisseurs également. Quand on est en conflit d'intérêts, si on ne l'annonce pas à l'avance qu'on est en conflit d'intérêts ou qu'on est en apparence de conflit d'intérêts, et que les gens le découvrent après coup, que l'autre partie dans la transaction le découvre, c'est notre réputation, c'est notre crédibilité qui va être également en jeu. Et une fois que ça s'est atteint, c'est difficile à réparer après coup. On pourrait avoir des litiges potentiels. Donc, quand on parle de conflit d'intérêts, si on fait un mauvais investissement, on pourrait se rendre, on ne sait jamais, devant les tribunaux. Donc, il faut être capable de détecter ça et d'être capable de les gérer. Mon nom est Steve Forget. J'aide les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, à faire leur première, deuxième, troisième, quatrième transaction immobilière rentable et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Des situations de conflit d'intérêts depuis les 15 dernières années, j'en ai vu beaucoup en investissement immobilier. Donc, je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui du point de vue de l'investisseur et ensuite du point de vue des spécialistes qui vont vous accompagner, qui vont être là pour vous soutenir, pour vous conseiller dans vos transactions immobilières finalement. Tout d'abord, le premier, du point de vue de l'investisseur, c'est un cas particulier que j'ai déjà été témoin il y a quelques années, où un investisseur immobilier est également un décideur politique. On en a vu même des cas récents là, au Québec, mais par exemple, l'exemple que moi j'ai en tête, c'est un maire, donc le maire d'une petite municipalité ou d'un petit village, qui est donc un décideur qui va faire approuver des règlements, etc., qui est également un investisseur immobilier. Donc, il est au courant qu'il va y avoir certains changements, par exemple, de zonage dans sa ville. Ça pourrait être la même chose pour les urbanistes ou les gens qui sont à l'interne de la ville, qui sont au courant qu'il se passe quelque chose au niveau du zonage ou un nouveau type d'habitation va être permis ou un nouveau développement domiciliaire va s'être créé et qui eux-mêmes sont investisseurs. Donc, ils pourraient faire des transactions parce qu'ils savent que le prix des propriétés vont augmenter dans les mois, dans les années suivantes.
Donc, ils se retrouvent autant du point de vue investisseur que du côté de ceux qui ont approuvé ces nouvelles politiques publiques-là ou ces nouvelles infrastructures-là. Donc, ça pourrait être un cas flagrant de conflit d'intérêts. Donc, moi, c'était exactement le cas comme ça. Donc, il allait avoir un gros dézonage et le maire de ce village-là avait acheté un immense lot de terrain avant que ce soit rendu public qui allait avoir ce dézonage-là. Donc, il y a eu un accès privilégié à l'information qui lui a donné un bénéfice personnel pour s'enrichir finalement. Un investisseur, par exemple, ici, qui serait en partenariat avec d'autres investisseurs et qui pourrait, de par certaines pratiques, privilégier ses propres intérêts financiers plutôt que les intérêts financiers de ses partenaires. Donc, par exemple, on pourrait avoir un investisseur qui va décider de travailler avec, admettons que c'est lui qui gère l'immeuble pour le partenariat, là, il pourrait décider de donner des contrats à des sociétés qui lui sont affiliées, dans lesquelles il y a des intérêts. Il y a peut-être des actions dans d'autres compagnies ou peut-être que c'est à ses amis. Donc, il va peut-être privilégier les liens personnels qu'il va avoir avec certaines compagnies. Et c'est peut-être pas la compagnie qui est la plus économique, donc en termes de qualité et de service. Donc, au détriment du meilleur rapport qualité-prix, il va privilégier une relation personnelle parce que c'est son ami ou parce qu'il y a des intérêts financiers dans cette compagnie-là. Donc, par exemple, j'ai des actions dans une compagnie de lavage de vitres et je ne le dis pas à mes partenaires et je vais embaucher cette compagnie-là pour laver les vitres d'un 28 logements. Je suis en conflit d'intérêts. Comment on va. Et honnêtement, tout le monde essaie de faire ça. Donc, on va essayer d'influencer les évaluateurs agréés. Donc, quand on est un acheteur et qu'on veut avoir un financement, on veut essayer d'avoir une valeur la plus haute possible. La même chose quand on se retrouve du côté du vendeur. Ça, c'est du côté financement. Si je suis en train de négocier avec un vendeur difficile, je vais peut-être vouloir avoir une évaluation agréée la plus basse possible pour être capable de lui démontrer que finalement, le prix qu'il demande, ce n'est pas justifié et pour être capable de négocier un meilleur prix d'achat. Donc, dans certains cas, on est capable d'influencer. Donc, par exemple, moi-même, j'ai fait ça souvent. Donc, essayer de présélectionner des fiches d'immeubles vendus dernièrement dans un secteur et les remettre à l'évaluateur lors de sa visite de l'immeuble. Ça ne veut pas dire qu'il va les prendre, mais moi, ça m'est déjà arrivé que 2 des 5 fiches que je lui avais remis s'étaient retrouvées dans le rapport d'évaluation agréée. Peut-être que c'était un hasard, mais peut-être que c'est moi. Donc, moi, j'avais l'impression que j'avais réussi à influencer la valeur de la propriété dans ce cas-ci. Donc, donc, on pourrait être dans certains cas en conflit d'intérêts si on a tendance à cacher des informations ou à donner des faux baux, par exemple. Donc, on va signer des faux baux. Ça, il faut faire. Faites pas ça, là, c'est vraiment dangereux. Pour la crédibilité que vous avez pour votre institution financière également. Donc, on ne veut pas signer des faux baux. Mais vous donnez des faux baux à un évaluateur agréé qui va donc peut-être surestimer la valeur de la propriété. Là, en fait, ça, c'est à la limite, là, ça dépasse même le conflit d'intérêts. C'est carrément la définition d'une fraude. Hein. On a falsifié des documents pour avoir un bénéfice financier. Sélectionner des fournisseurs qui, par exemple, vont donner une ristourne à un investisseur immobilier. Encore là, ça serait dans le cas d'un partenariat ici. Donc, on aurait un partenaire qui gère l'immeuble et qui va faire affaire avec un fournisseur, avec des plombiers, avec un électricien, avec etc. Et qui va recevoir un avantage financier directement lui. Donc, une ristourne, par exemple, qui pourrait lui être remis par le sous-traitant, par le plombier, sans qu'il le dise à ses associés. Donc, clairement, il s'est mis dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, sa décision de donner le contrat à ce fournisseur-là était clairement liée au bénéfice financier qu'il a reçu finalement de ce contrat-là. Et le dernier que je vais vous donner par rapport à l'investisseur, ça serait dans le cas d'investissement dans des sociétés affiliées. Donc, encore là, moi, j'ai déjà vu un cas comme ça. Ça serait un cas où donc un investisseur qui possède encore avec des partenaires un gros immeuble, par exemple. J'ai vu le cas, par exemple, moi, dans le domaine industriel.
Et il y avait un des investisseurs d'un groupe de 10, par exemple, avait aussi des actions dans des compagnies de sous-traitance, donc qui offraient des services à cette compagnie industrielle-là, qui possédait des bâtiments industriels. Et il ne le disait pas à ses partenaires. Donc, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il pourrait, finalement, on ne prend pas la meilleure décision qualité-coût. Donc, on sait que, ben, moi, j'ai des actions dans l'autre compagnie, donc on va y aller avec cette compagnie-là. Peut-être qu'on se fait avoir de quelques milliers de dollars, quelques dizaines de milliers de dollars également. Là où j'ai le plus d'exemples, c'est pour les spécialistes immobiliers. Les spécialistes ou les experts immobiliers qui vont vous accompagner dans vos transactions et ou après coup, une fois que vous êtes propriétaire. Et le premier, et là, vous allez voir, et j'en ai pas particulièrement contre les courtiers, mais désolé, là, j'ai plusieurs exemples qui sortent du domaine du courtage aujourd'hui. À partir de mon deuxième exemple, dans le premier exemple, moi, c'est quelque chose qui me touche là, personnellement. Hein. Donc, je suis un coach en immobilier, je suis un formateur en immobilier et j'essaie d'avoir une éthique de ce côté-là très, très stricte. Mais moi, un coach ou un formateur qui vous aide en investissement immobilier, qui vous vend un programme de formation et qui vous conseille personnellement dans vos investissements pendant quelques semaines, quelques mois, ne devrait pas pouvoir vous offrir d'investir dans ces projets immobiliers. Imaginez-vous le conflit d'intérêts flagrant. Vous le payez, ce coach-là, pour qu'il vous conseille. Donc, son service, c'est de vous conseiller de façon neutre. Et là, tout en étant rémunéré par vous, il va vous inciter à faire des achats de son terrain, de ses chalets locatifs ou de ses immeubles. Wow! OK, donc, si la personne veut faire ça, mais il ne faut pas qu'elle vende ses services de formateur ou de coach. Là. Okay, donc, si on vend un service d'accompagnement immobilier, on ne peut pas, au moins durant la période de coaching et de formation, on ne peut pas impliquer les étudiants dans des transactions. C'est complètement immoral et complètement pas éthique. Okay, donc, ça, c'est un exemple très flagrant, mais moi, donc, quelqu'un qui est dans mon programme de formation qui me dit, Steve, j'ai une belle opportunité, est-ce que tu es intéressé? Oubliez ça. Ça ne va pas arriver. Dans 2 ans, vous avez fini mon programme, peut-être que je vais le considérer. Mais pendant le moment où je suis rémunéré pour conseiller les gens, jamais je vais faire ça. Un courtier immobilier pourrait acheter un immeuble attractif pour lui-même plutôt que de le proposer à ses clients acheteurs. Donc, par exemple, vous travaillez avec un courtier et vous lui demandez de vous aider à trouver des propriétés, un duplex, un triplex, un 20 logements, etc. Et vous avez un contrat avec lui, vous avez fait des offres d'achat, etc. Et à un moment donné, il sort un immeuble sur Centris et c'est un immeuble qui rencontre tous vos critères, mais cet courtier-là, sans vous le présenter, sans vous le dire, va faire une offre d'achat pour lui-même et ou ses associés. Moi, je trouve que là, il se retrouve du côté. Il est votre conseiller à vous. Il est aussi là pour vous accompagner dans une transaction, mais il va omettre de vous divulguer qu'un immeuble qui rencontre tous vos critères vient de sortir sur le marché. Et il va peut-être omettre de vous dire que lui-même a fait une offre d'achat sur cette propriété-là. Conflit d'intérêt. Okay, donc, il devrait vous le dire. Okay, donc, moi, je suis intéressé avec mes associés. Donc, pour cette transaction-là, si tu es intéressé, peut-être faire affaire avec un autre courtier parce que moi, j'y vais. Donc, il y a moyen d'être transparent là-dedans. Un autre cas encore, désolé pour les courtiers. Donc, un courtier peut être incité à pousser un investisseur vers des propriétés qui lui offrent une commission plus élevée. Et là, ils vont nous dire non, 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 on a un code d'éthique. J'ai déjà vu des cas, moi, de courtiers qui disaient la rétribution du courtier collaborateur n'est pas assez haute, je ne vais pas présenter la propriété à mes clients, même si la propriété respectait tous les critères du client. Donc là, clairement, on a un courtier qui pense plus à son bénéfice financier plutôt qu'au bien du client. Donc, drapeau rouge. Un courtier immobilier qui va... Ça, ça m'est arrivé personnellement. Okay, donc, une de mes premières offres d'achat à vie, avant même que j'achète mon premier immeuble locatif. Donc, on est à l'hiver 2019, donc ça fait quand même pas mal de temps. Mais c'est exactement mon cas. Donc, un courtier immobilier qui minimise les constats désastreux d'un inspecteur immobilier. Nous, on avait fait une offre d'achat sur la rue Delorimier à Montréal, en plein dans la pente là, qui monte la côte. Et on a une offre d'achat acceptée sur un duplex. Nous, on voulait aller l'habiter. Donc, le duplex rencontrait
tous nos critères. On fait venir un inspecteur et lors de l'inspection, c'était clair maintenant qu'il fallait faire pieuter la propriété. Donc, la propriété s'enfonçait dans le sol. Et notre inspecteur nous avait fortement recommandé de nous retirer de cette transaction-là parce que l'immeuble s'enfonçait dans le sol et que ça allait coûter très cher pour faire les réparations. Et l'immeuble voisin venait d'être pieuté quelques jours avant. On voyait même les pancartes de Hainaut et Gosselin qui disaient pieutage. Et notre courtier, qui est là pour nous aider et nous défendre dans la transaction, nous a pris à part pour nous dire que non, c'était pas si grave que ça, que comme l'immeuble d'à côté avait été pieuté, que notre immeuble allait par défaut être soutenu dans la pente, là, parce que notre immeuble était un petit peu plus haut que l'autre. Donc, l'immeuble d'à côté allait soutenir. Écoute, il ne voulait pas qu'on sorte de la transaction, là. On était dans les années que c'était un petit peu plus difficile, donc il y avait peut-être moins de transactions que maintenant, mais il faut faire attention à ça, là. Votre courtier est censé être neutre là-dedans et vous donner des bons conseils. Un autre cas que j'ai vu souvent, donc un évaluateur immobilier qui pourrait être influencé par un courtier immobilier et ou autre spécialiste pour surestimer la valeur d'un bien et satisfaire les attentes soit de l'investisseur et ou d'un vendeur. J'ai vu un cas très récent, je n'aimerais pas la ville, où c'est sûr que l'évaluateur agréé s'est soit fait carrément passer un savon, là, par les spécialistes, ou soit qui a accepté d'être soudoyé pour mettre un prix. Mais c'est impossible que la propriété ait sorti à la valeur que ça l'a sorti et que la banque ait accordé un financement de ce montant-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été fouillées. Il y a de la fraude, là, je pense, derrière ça, là. Un immeuble qui a eu un financement de plusieurs millions de dollars quand, honnêtement, l'immeuble ne vaut pas 500 000 $. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la fraude, là. Mais ça peut arriver des cas comme ça. Un autre cas ici, je dis un courtier hypothécaire, donc qui va vous accorder des prêts qui peuvent être incités à vous recommander des prêts hypothécaires spécifiques qui vont lui offrir une rétribution plus importante qu'une autre institution bancaire ou qu'un autre type de prêt. Moi, j'aime bien, ça m'était arrivé souvent, ça me frustrait, là, ça fait depuis quelques années des courtiers immobiliers que je contactais, très connus, qui me disaient pour certains types de propriétés que je possède, Steve, ce que tu me proposes là comme projet, ce n'est pas assez payant pour moi. Le courtier hypothécaire me disait ça. Donc, ce n'est pas assez payant. Le pourcentage que j'ai de l'institution financière n'est pas assez payant. Donc, je ne veux pas aller de l'avant. Donc, si tu veux vraiment que je t'accompagne, mais tu vas devoir me rétribuer personnellement. Donc, il fallait que je le rémunère. La rémunération ne pouvait pas venir de la banque parce que c'était trop de travail pour le montant d'argent que ça allait lui donner. Ça, je trouve ça bien parce que la personne, elle le dit d'avance. Okay, donc, si tu veux que je t'aide de façon neutre, il va falloir que tu me donnes un certain montant d'argent parce que ce que la banque me donne, l'institution financière, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est bien. Ils déclarent qu'ils vont négocier avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a d'autres courtiers hypothécaires qui ne vont pas le dire et qui vont littéralement vous aligner peut-être vers un produit financier qui ne va pas être à votre avantage. Donc, un gestionnaire immobilier. Donc, admettons, vous êtes un propriétaire et vous donnez en gestion votre immeuble de 32 logements ou votre immeuble de 6 logements à une compagnie de gestion immobilière. Donc, le gestionnaire immobilier, dans certains cas, pourrait être tenté de choisir des fournisseurs de services pour faire de la maintenance, par exemple, ou des travaux de réparation, qui pourraient lui offrir des primes à lui, là. Donc, qui pourraient peut-être lui offrir des rabais, etc., mais qui ne soient pas nécessairement divulgués au propriétaire de l'immeuble, mais qui seraient retournés auprès du gestionnaire immobilier. Donc, plutôt que de sélectionner des prestataires de services les plus compétents et ou les plus économiques, ils vont regarder ceux qui vont leur donner le plus d'argent finalement. Donc, on ne travaille pas, le gestionnaire ici ne travaille pas pour le bien de son client propriétaire. Donc, il faut évidemment éviter ça. Donc, nous, on ne va jamais faire ça dans notre compagnie. Mais faites attention. Moi, j'ai eu un cas l'année passée, j'avais eu un appel d'un investisseur qui était à l'étranger, qui avait donné un triplex à Montréal en gestion et qui suspectait comme ça des cas de conflit d'intérêts. Il me disait, Steve, je vais faire attention à mon exemple, là, mais Steve, par exemple, j'ai tel problème qui m'a été rapporté dans mes factures par le gestionnaire immobilier, mais quand je parle à mes locataires, ils me disent ne jamais avoir vécu ce problème-là. Donc là, il y avait un problème probablement de fraude là-dedans. Ce n'était pas juste un conflit d'intérêts, mais il y avait donc des fausses factures qui étaient apparues. Donc, le gestionnaire n'était pas tout à fait honnête et transparent ici. Comment on pourrait minimiser ou gérer des conflits d'intérêts donc pour éviter que vous soyez dans le pétrin finalement en tant que gestionnaire immobilier?
ou si on est un conseiller en immobilier ou si on est un spécialiste en immobilier. Donc, comment on fait? Donc, faire preuve de transparence. Donc, si jamais vous êtes un investisseur avec un groupe d'investisseurs, vous êtes en partenariat, si vous vous retrouvez en conflit d'intérêts, dites-le. Donc, on va promouvoir la transparence. Donc, on va le dire, on va déclarer le conflit d'intérêt ou l'apparence de conflit d'intérêt. Donc, c'est très similaire. Hein, l'apparence de conflit d'intérêt, ça veut dire que les gens pourraient penser qu'on est en conflit d'intérêt, mais peut-être qu'on ne l'est pas. Mais pour éviter tout doute, on va quand même déclarer ça, comme les politiciens vont faire généralement. Donc, être transparent. Rechercher des opinions indépendantes. Donc, si vous travaillez avec un courtier immobilier et que le courtier va vous référer. Des fois, moi, je l'ai fait, hein, travailler avec un peu les collaborateurs proches du courtier immobilier, c'est-à-dire qu'il va nous référer un inspecteur, un évaluateur. Il faut quand même faire attention. Okay? Donc, souvent, ces gens-là vont s'échanger des commissions. C'est le cas, entre autres, entre courtier immobilier, courtier hypothécaire et même courtier en assurance également, je l'ai vu. Donc, ils se font des références, mais en échange ils vont se donner des petites rétributions. Donc, dites-vous, s'il y a un échange de rétribution, est-ce que la personne qui va vous conseiller, le courtier hypothécaire, va vraiment vous donner des conseils neutres? Donc, je n'ai jamais vu de rétribution là, avec un inspecteur, là, mais peut-être que ça existe, là, je ne suis pas au courant. Mais essayez d'aller chercher vos propres conseillers neutres. Okay? Donc, l'inspecteur, l'évaluateur, vos propres entrepreneurs généraux qui vont peut-être venir faire des soumissions lors de l'inspection ou suite à l'inspection. Donc, essayez de ne pas nécessairement prendre l'équipe de votre courtier pour aller chercher vraiment des opinions indépendantes. Adopter une approche basée sur l'éthique. Donc, l'éthique, là, c'est être transparent, c'est être honnête avec nos partenaires, être honnête avec la banque, être honnête envers soi-même, être honnête envers les locataires, être honnête avec l'acheteur et le vendeur. Donc, c'est vraiment être irréprochable et vouloir protéger sa réputation, la réputation de notre organisation, la réputation de vos partenaires également, et d'utiliser les bonnes pratiques. Donc, on n'essaie pas de se favoriser nous-mêmes au détriment d'un autre. Donc, on essaie vraiment d'être gagnant-gagnant. Faire preuve de diligence raisonnable. Ça, c'est un mot que vous allez voir souvent passer en immobilier, le mot diligence. Hein. Donc, quand on fait une diligence, là, on va faire vos propres vérifications finalement. Donc, vérifier la crédibilité de vos partenaires, que ce soit vos propres partenaires investisseurs avec qui vous y allez en partenariat, la crédibilité et la réputation d'un courtier, de votre banquier, d'un plombier, de votre avocat. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des cas en déontologie? Est-ce qu'il a été traîné au tribunal et a été reconnu coupable? Donc, on fait vos vérifications. Donc, on le fait pour nos locataires. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour nos partenaires financiers, pour nos évaluateurs? Moi, j'ai eu un cas d'un courtier immobilier qui avait été reconnu coupable de plein de cas. Mais là, quand tu fais ta revue de diligence, puis tu vois tout ça, des cas de fraude, de malversation, etc., suspendu pour mauvaise pratique, ben, peut-être que je ne serais pas à faire avec lui. Okay? Donc, il faut faire la même chose avec nos partenaires, avec nos sous-traitants, qu'on fait avec nos locataires finalement. Essayer d'éviter des relations d'affaires également trop étroites. Donc, et ça, c'est un peu difficile parce que souvent, on va travailler comme moi. Par exemple, j'ai travaillé longtemps avec un même courtier immobilier et à la limite, on finit par devenir amis. Non, mais à un moment donné, la personne, elle est quand même rétribuée pour nous conseiller. Donc, il va falloir s'assurer que ce rôle de conseil-là, si on devient amis dans la vie, mais la personne va quand même jouer ce rôle-là. Ça devient difficile. Donc, peut-être que les professionnels avec qui on va travailler en immobilier, il faut les voir avec vraiment une barrière. Donc, on travaille ensemble en immobilier, mais dans la vie, on peut se côtoyer, mais peut-être pas devenir trop proche de ces personnes-là. Et si on devient vraiment bon ami, tant mieux, mais peut-être que vous allez devoir travailler avec une autre personne au niveau professionnel pour éviter tout conflit là, entre la vie personnelle et les avis neutres au niveau professionnel. En tout temps, on essaie de respecter les lois et la réglementation. C'est facile de faire une fraude, de faire un conflit d'intérêts. Ça pourrait être facile là, de signer un faux document, de falsifier des informations financières. Mais ce problème-là, si ça devient connu,
va entacher votre réputation et ça va être extrêmement difficile de faire affaire après coup avec vos partenaires. La confiance ne sera plus là, la banque ne vous fera plus confiance. Donc, il faut faire extrêmement attention donc, à ne pas franchir cette limite-là, donc de ne pas respecter les lois et les réglementations. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup d'être là. Si jamais vous avez des questions, même après coup, pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici, que ce soit dans YouTube ou sur la page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées de thématiques, j'ai des gens qui ont commencé à faire ça la semaine passée, m'écrire dans Messenger pour dire si j'aimerais ça qu'un prochain live, tu parles de tel sujet. Moi, je me suis fait une petite liste là, que je suis en train de faire parce que j'en fais à toutes les semaines. Donc, envoyez-moi vos idées. Ça va me faire plaisir de développer ces sujets-là. Aujourd'hui, c'était un sujet qui était peut-être moins flamboyant pour un acheteur, mais c'est un sujet qui est extrêmement important sur le long terme pour avoir une belle carrière d'investisseur immobilier. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une magnifique semaine.